victoire du peuple. Si le président Paul Biya gagne, il est uniquement redevable vis-à-vis du peuple camerounais. Ce n'est pas la victoire du RDPC. Merci parce que plusieurs lieutenants dans le RDPC ont lutté contre lui. Abandonné en plein vol, pour reprendre les propos de quelqu'un. Président Banakani, je retrouve. Alors, qu'est-ce qui se joue, de votre point de vue, depuis peut-être le 12, mais bien avant le 12, du moins pour cette élection présidentielle au Cameroun? Quels en sont clairement les enjeux? La chute de Jonathan nous permet de comprendre, de nous situer un tout petit peu quand il dit que si cette élection est remportée par le président Paul Biya, eh bien ce ne sera pas là. Eh bien une victoire de Lando Colonna local, qu'elle soit de l'opposition ou alors du parti au pouvoir, mais ce sera davantage pour le peuple camerounais. S'il remporte l'élection, il faudra que Jonathan ne doit pas se mettre à la place du président pour tirer les conséquences. Il faut qu'il soit en mesure de le faire, le président. C'est la différence. C'est que ce n'est pas Jonathan qui sera le président. C'est le président au cas où il est élu. Le problème fondamental du pays, il est là. Moi, je voudrais saluer toutes ces brillantes explications qui m'ont précédé parce que le cœur du débat, il est là. L'enjeu de cette élection, je l'ai dit, quand j'ai dit le président est face à lui-même, et quand nous avons décidé de ne pas aller à cette élection, de prendre la position que nous avons prise, en mettant en avant une démarche qui était très originale, à savoir demander une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun, nous avons regardé tout ça. Ça fait des années qu'on analyse ça. Nous avons vu que quand le président est face à lui-même, c'est face à Lando Colonna. L'enjeu de l'élection, c'est celle-là. Jonathan et Bertrand, vous avez l'enjeu, il est là. C'est dans cette perspective qu'il faut voir le rôle et la percée, entre guillemets, fabriquée de M. Chiroma. Et ce qui s'est passé, les tractations qu'il y a eu pour que l'infrastructure opérationnelle du MRC basse soit complètement transférée à M. Chiroma en un temps record. On a besoin d'être un génie pour voir ça. Le fait, il est là. Il est là. Il est là. Tout ça, c'est Lando Colonna. M. Chiroma est lui-même, en dernière instance, l'instrument de Lando Colonna, qui lui-même est l'instrument de la France. Alors, si vous ne comprenez pas ça, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle finalement. Allons aussi faire comme les fous qui sont dans les réseaux sociaux, qui racontent tout n'importe quoi, et qui n'ont aucune capacité d'analyse politique digne de ce nom. Et de cela qu'il s'agit. Donc l'enjeu de cette élection, il est là. Mais avant de revenir là-dessus, à votre permission, je voudrais, de mon point de vue, reposer la problématique. C'est-à-dire, là où nous allons là, est-ce qu'on doit aller même là-bas? Est-ce que le débat, c'est de parler même des résultats, de parler des élections? Moi, je pense que de mon point de vue, en faisant ça, nous donnons du crédit à une imposture grave qu'on ne peut pas laisser. Bertrand a appelé ça en disant que nous, on a dit on regarde, on ne peut pas laisser le Cameroun. Parce que là, une chose, ce sont les querelles électorales, tout ce que les gens veulent. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas laisser les gens jouer avec le Cameroun. On ne peut pas. Parce que le Cameroun dépasse de très loin le cadre d'une élection. Une élection n'a pas pour vocation de détruire le Cameroun. L'élection ne sert à rien dans un pays s'il est question que l'élection débute sur la destruction d'un pays. On arrête ça. On annule ça, on met ça de côté. On met les candidats à dire fichez le camp. Parce que le pays dépasse de loin la parenthèse électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y en a qui découvrent l'élection, veulent diviniser l'élection. Fait comme si l'élection était une fin en soi. Non, l'élection n'est qu'un moyen dans un pays. Et si l'élection met en péril l'avenir d'un pays, on arrête ça. On se passe de ça. Je crois qu'il faut rappeler ces choses avec de la force. Parce que les petits apprentis électoralistes là, qui jouent les Chiroma, toute cette bande-là qui découvre la beauté des élections, sont dans un jeu qui met en péril le Cameroun. Je commencerai par rappeler quand même un argument anthropologique et sapiensal. Vous voulez qu'il est sage pour une société comme celle du Cameroun?
quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, de traiter quelqu'un qui a 93 ans et qui a passé 43 ans pratiquement en tête de votre pays de la manière qu'on traite le président camerounais. Moi, je pose une question. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Du point de vue de nos traditions, nous sommes en train d'insulter nos traditions et de montrer qu'on ne croit pas à nos traditions. Et qu'elles nous servent de marchepied pour nos intérêts et tout ce que nous racontons. Je répète, vous croyez qu'il est normal pour une société sage, une société qui est tenue, qui est mûre, de traiter comme ça quelqu'un qui vous a dirigé 43 ans et qui a l'âge du président? Quels sont les référents socio-anthropologiques qui nous autorisent à faire ça? Nous qui aimons tant nos traditions. Nous disons, on aime toutes nos traditions, on aime les traditions africaines, on aime les traditions africaines, traditions, voilà. Au nom du changement. Est-ce que ça se... Je vous dis que d'après ces références, est-ce que nous sommes conséquents quand nous traitons comme ça quelqu'un qui a l'âge du président et qui nous a dirigés pendant 43 ans, même s'il doit partir du pouvoir, c'est comme ça qu'on l'amène, qu'on gère ça. Et on pense que ça peut être sans conséquence sur notre société, aussi vrai que nous croyons en nos soi-disant traditions là. Oui, à quel niveau peut être faux? Oui, à quel niveau nous sommes faux, les Africains? On est méchants, on est tordus. Vous voyez comment on est faux nous-mêmes, les Africains? La tradition africaine, quoi, elle est sacrée, elle a des nez sacrés, machin, comme ça. Regardez ça. C'est vrai. Non, c'est un argument, je dis, anthropologique et sapiensal. C'est vrai. Nous avons dans nos villages des chefs qui ont 70 ans, 75 ans de règne. Mais quand nous parlons de nous, nous disons non, non, ils sont sacrés, on ne les touche pas. Ils sont sacrés. Mais quand il s'agit de l'État du Cameroun, on considère que nos traditions ne signifient rien pour notre État. Ça s'arrête. Quel que soit ce que vous reprochez à quelqu'un. C'est Gaga Manadi, l'ancien ministre, qui, dans sa sortie par rapport à cette élection présidentielle, a pris une position, moi, qui m'a interpellé. Il parlait comme un sage. Et il disait exactement que, c'est-à-dire, il ne pense pas, lui, qu'il est sage de bousculer le président. Ouais. Il faut, avec lui, organiser sa sortie dans l'honneur. Ouais. Au regard du fait que, qu'on ne l'aime pas, il nous a dirigé 43 ans. Si quelqu'un vous dirige 43 ans, vous découvrez à la fin de sa carrière politique qu'il est mauvais, allez vous suivre, vous êtes un vaurien, vous êtes un idiot. Claire. Vous êtes bande d'idiots, des idiots. 43 ans d'idiot. Un homme sage, c'était. Quand tu te lèves à 43 ans, après que tu découvres que non, le type est mauvais, il doit partir à tout prix pour le pays. Vous êtes sérieux? Vous êtes toujours depuis 43 ans. Donc il est devenu mauvais, ou il était mauvais d'être l'accession au pouvoir. Vous découvrez ça? Nous manquons de sagesse. On est une petite société, Jonathan. On est une petite société, on ne vaut pas grand-chose. Et quand on nous pèse comme ça, dans les gens, là où on doit analyser de manière profonde le sort du monde, quand on regarde nos sociétés, on ne pèse pas. Dites-moi à partir de quelle base traditionnelle on fait ce qu'on est en train de faire là. Aucune tribu en Afrique, aucun groupe communautaire. Mais c'est le rôle des endocolons, président. Les endocolons, leur problème, c'est de nous faire vivre en Afrique à côté de l'Afrique. Il n'y a pas les endocolons. Tu es en Afrique, mais tu vis hors de Ils ont l'Afrique. toute une clientèle qu'ils ont créée et au nom des traditions. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui défend des traditions que les endocolons? Ils sont chefs de village partout. Président, attends, je peux donner encore un exemple. Non, avant de l'exemple, je vais dire que il y a qui est mieux que les endocolons revendiquent le respect de la tradition. Ils sont les chefs. Ils sont chefs de village partout. Justement, Ils sont notables, non? je voulais donner un exemple, mais bon, Non, tu vas la donner. Je voulais d'abord qu'on s'entende sur ce question. Oui, mais bien sûr, je voulais juste Mais voilà, donc maintenant ton exemple. L'exemple, c'est que tu vois, en pays, bah, c'est un pas de chef. Je ne sais pas quand ça remonte, puisque normalement on est tous les mêmes. Mais le fait est qu'il n'y a pas de chef. Mais même chez nous, il n'y a pas de chef. N'est-ce pas? Bon, je pense que ça remonte à un moment donné, parce que... C'est le principe de la céphalité et de la non-acéphalité qui caractérise une partie des Africains. Voilà. Mais, président, en pays Bassa, il y a ce qu'on appelle un bonbon. C'est des sages. N'est-ce pas? Sauf qu'aujourd'hui, ils sont pas sages. Parce que moi, je vois des bonbons imposteurs, ils croient qu'ils sont chefs. Non, Qui les a nourris chefs? on parle de vrais bonbons. Non, mais ce qu'on voit maintenant, là, les C'est endocolons. qui marchent avec Mais c'est ce que tu dis, les les cheveux endocolons. bizarres partout, les chaînes qui pèsent plus qu'eux-mêmes. Mais c'est les endocolons, président. Non, C'est les endocolons. on parle pas des gens comme ça. C'est eux que les endocolons créent, non? Et le gars, maintenant, il est chef. Moi, bon, c'est devenu un titre de commandement. Des On vrais attend. garants de la tradition. Parlons de vrai. Oui,
Tu as raison de je parler dis, de hein, tout cet intérêt-là. non, tu vas parler des tontos colons. Bien sûr. Voilà ceux-là que eux écrivent. Oui, non. Oui. Voilà. Ah, d'accord. En plus, ça s'achète. Mais tout ça, s'achète. mais tout ça, c'est une Ça, profanation. Tout ça, c'est une profanation de tradition. Mais les vrais, alors, sont où pour parler. Où sont les vrais pour parler? On est dans une société où un évêque se lève et dit nous préférons le diable. Non, le bon diable. Le diable, il y a pas le bon diable. Il y a un bon Nous diable. préférons le diable. On aura tout entendu. Il y a des bons diables. La hiérarchie, Crois-moi, Permettez. la hiérarchie catholique hein. Ne dis rien. ne dit rien. La conférence épiscopale n'a même pas l'élégance de leur rappeler à l'ordre clairement. Que nous sommes apolitiques. On ne dit rien. Et ces gens-là vous disent qu'ils servent Dieu. Et que vous dites que non, nous on préfère un diable, ouvertement. Et ça a été repris dans cette campagne. D'où le slogan, le bon diable, pour identifier Non, un c'est plus candidat. profond. Ça montre qu'on ne vaut Je suis pas en train de grand-chose. parler d'une espèce de dépérissement anthropologique et sapientiel. Bertrand l'a convoqué dans notre analyse quand tu parlais de l'immoralité, mais Bertrand, c'est plus que la question de la morale. C'est anthropologique, c'est-à-dire que c'est un dépérissement profond sur le plan anthropologique. On ne peut pas être comme ça, on peut être aussi faux comme ça. On ne peut pas être aussi faux comme ça. Quand quelqu'un vous a l'entendre, ça veut dire que vous ne valez pas mieux que lui dans une certaine mesure. Et qu'il a été le reflet de qui vous êtes à un certain niveau. Donc, se lever 43 ans après, quelqu'un dit il est mauvais, il doit partir. Il y en a qui ont découvert le changement. Comme les jeunes filles découvrent le sexe, les jeunes garçons découvrent le sexe. Ils ne veulent plus s'arrêter jusqu'au jour où ils ont l'overdose ou bien quand ils ont les premières déceptions. Oh, changement. Ils donnent des points ainsi, ils rabaissent ici, ils élèvent ici. Quand tu cherches les gens qui parlent de changement, tu les vois, tu as envie de quitter le Cameroun là, habiter, je ne sais pas dans quel pays. Quand tu les vois, eux, leurs prétentions, tu te demandes, c'est-à-dire que quand tu les regardes, ils parlent du Cameroun comme ça, le Cameroun est traîné dans la boue comme ça. Parce que Bertrand l'a dit, à cause de l'irresponsabilité de nos dirigeants. On a passé le temps à Donc, créer ces histoires. Quand on parle du changement, quand on parle de ces choses-là, il faut qu'on soit sérieux. Est-ce que c'est comme ça qu'on pense qu'on va régler cette affaire? C'est comme ça? Est-ce que quand ton père boit, il tombe dans le caniveau, il revient à toi de te dire que ton père c'est un soulard devant les gens? Non. Tu l'enlèves dans le caniveau, tu l'habilles, tu le gardes. Tu n'as même pas le droit de papa. rire de lui. C'est ton papa. Tu fais en sorte même que ça ne... Le président Biya, quel âge? Quand moi j'appelle partir, les gens disent que tu veux montrer quoi? Non, Il a quel âge? On doit Le l'appeler. président Biya, quel âge? Il a un statut de patriarche, d'après nos traditions, de grand patriarche dans nos traditions, de grand patriarche. On ne traite pas un patriarche, un grand patriarche comme ça. C'est ce que vous a dit. Vous devez réfléchir comment l'aménager sa sortie. Si on est soi-disant les sociétés qui connaissent leurs traditions, mais tous les gens là, vous voyez, ouais, ils adorent leurs traditions, ils aiment leurs traditions, ils sont prêts à mourir pour ça. Au nom de la transparence électorale. Ouais, ok. Agneau Kouloudi. Le respect des, Transparence du vote des électorale. Camerounais, Quel quoi? Respect de quoi? Sortie des urnes. que la vérité des unes soit Ils respectée. croient toujours à la démocratie, mais qu'ils ont appliqué ça dans leur village. S'ils croient vraiment à ça, comme étant le meilleur des régimes politiques, ça serait plus valable seulement pour l'État. On doit appliquer ça directement dans les villages. Tous les chefs dans le village, là, on les destitue tous. On dit que maintenant on va élire les chefs au suffrage universel. Si on croit là, donc, si vous pensez que c'est la meilleure chose pour le Cameroun, je suppose quand même que le Cameroun est censé être supérieur à nos villages. Parce que le Cameroun est au moins l'ensemble de nos villages. J'ai dit au moins. Donc, si c'est quelque chose de valable pour le Cameroun, mais je vais l'appliquer ça dans mon village. Sauf si c'est considéré que mon village, sans le dire, est supérieur au Cameroun. Et que mon village, c'est un État dans l'État. Mais à partir du moment où je considère que mon village, c'est quand même partie prenante du Cameroun, mais tant si j'estime que l'élection démocratique et la transparence électorale est la meilleure forme de gouvernement et de gestion d'une société, mais allons l'appliquer au village, on destitue tous nos chefs et nos notables, on les fouette, on leur dit dégagez. À partir de maintenant, élection, c'est au suffrage universel. Ils ne peuvent pas le faire. Ça s'appelle hypocrisie. Rien ne peut justifier, aucun argument ne peut justifier qu'on distingue l'État et le village. Il dit que ce sont les histoires, c'est l'hypocrisie. De quelle démocratie parle-t-on?
Et le président Biya n'est pas innocent dans tout ça. Lui qui croit qu'on peut démocratiser une néocolonie, il croit tellement à ça. Le président, il croit tellement à sa démocratie néocoloniale, il croit tellement à ça. Et comme Bertrand a dit, on ne fait pas attention, ça menace, ça peut menacer ce pays. Ça, on voit là où ça, on voit comment ça fait que culminer, on voit là où ça va. Le système là, s'il n'est plus là, comment on va tenir ça? Comment on va gérer ça? Même l'élection. Il y aura la guerre en pleine élection, s'il n'est plus là. Heureusement. Heureusement que le Cameroun n'est pas que ça. Donc moi je dis donc, quand j'ai fini de dire ça, Bertrand, le débat à l'heure actuelle, ce n'est pas tout ce qu'on veut raconter là. Il y a 3 problèmes de mon point de vue qui sont sur la table. Un problème, mais avec des ramifications ou des conséquences. Donc le débat s'y a lieu. Pourquoi? C'est-à-dire que vous trouvez normal que quelqu'un, des gens décident qu'ils vont aller à l'élection présidentielle. L'État fait son élection. Au lieu de laisser l'État avec ses élections, puisque ça vous savez que c'est truqué. Vous savez que l'État, là, c'est un État qui fraude les élections. Sa mission historique, c'est de frauder. C'est un État fraudeur. Vous le savez. Il fait ses élections. Mais dites au président bien que bon, va avec ton élection, organise ça, puisqu'on sait d'avance que tu vas gagner. Vous avez vu comment ces gens étaient prêts à brûler le Cameroun parce qu'ils voulaient qu'on fasse leur candidature? Vous avez vu ça? C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on vit là, il y avait d'abord l'autre risque de guerre civile. Parce que les gens étaient prêts à dire que le Cameroun s'arrête et cesse d'exister parce qu'on a arrêté la candidature de quelqu'un. Voyez comment les gens se battent pour être candidat d'une élection qu'on suppose truquée d'avance. Ne m'entraînez pas, n'allez pas sur notre terrain, le débat il est d'abord là. Vous allez faire quoi dans des élections qui d'avance sont truquées? Sauf c'est dans notre agenda. Oui, sauf que vous avez un autre agenda, c'est-à-dire que vous savez conséquemment que vous allez dire que moi, mais c'est selon là où nous ne déplaçons pas le débat. Parce que commencer à faire notre débat en évitant de se dire que voilà le problème, c'est que nous ne sommes pas honnêtes, nous ne sommes pas sérieux. Pourquoi les gens peuvent dire que les élections sont truquées? Le Cameroun, c'est que toutes les élections, mais ils sont toujours prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour aller à cette élection. 2, ils se classifient entre eux dans l'opposition. Quand ils font leur hiérarchie, c'est en se basant sur les résultats des élections truquées. Leader de l'opposition. Leader de l'opposition, chef de l'opposition, deuxième chef, troisième chef adjoint, ceux qui ne sont pas élus, vous organisez tout, vous structurez toute votre pensée politique en tant que les opposants sur la base du cadre que vous estimez être truqué. Monsieur Chiroma et sa bande, pendant combien d'années ce monsieur a appris à enseigner aux Camerounais matin, midi, soir que la loi est sacrée dans ce pays? Vous voulez me faire croire que le Chiroma qui est là maintenant, il n'y a aucun rapport entre ce que disait lui du cadre électoral camerounais il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Est-ce qu'on peut accepter, Bertrand, que ce que Chiroma disait hier, quand tu étais au gouvernement, n'a rien à voir avec lui? Ça a disparu depuis qu'il a démissionné du gouvernement et qu'on a en face de nous un nouveau Chiroma. En 3 mois. En 3 mois. Il dit qu'on l'obligeait à s'exprimer ainsi. Ça dit que depuis 3 mois, on l'obligeait, on l'avait attaché. Non. On l'obligeait. Il a dit. Il faut y revenir de manière spécifique. Non, il faut y revenir de manière spécifique. Quelqu'un qui dit que tout ce que je disais hier, c'est parce qu'on m'obligeait. En tant que chef de parti politique. Dans un pays sérieux, même si tu es un candidat, on arrête l'élection, on te retire de l'élection. Bien sûr. Chef de parti politique. Je vais vous démontrer à quel niveau on joue avec ce pays. Les gens jouent avec ce pays. C'est-à-dire quelqu'un dit, c'est-à-dire que demain nous aussi on peut arriver là-bas, on dit que, bon, que tous les engagements que le président Biya a pris, même en interne, ça ne vaut rien parce qu'il était contraint. Bien sûr. Pas l'étranger au moins. Nous non, je dis, on est en interne. Nous ne payons aucune dette interne de l'État camerounais, on ne paye rien. Paul Biya a été contraint. Ça ne veut même pas lui qui signe ça, il était contraint. Oui. C'est incroyable. Donc, M. Chiroma vous prend pour qui? Pour des idiots. Il considère qu'il a affaire à des animaux bêtes et idiots à qui on peut raconter tout et n'importe quoi. Vous acceptez que ça c'est acceptable? On peut tolérer ça dans un jeu politique quand il s'agit du sort d'un pays?
C'est pour cela qu'elle ne peut pas gagner l'élection. Dans Je la mesure où les gens ne sont pas ne ici. vais pas entrer au mot des résultats. C'est une conséquence. Attends, j'arrive. Il n'est pas dans le résultat. Je ne veux pas parler de résultats. On n'est pas là ici. C'est la conséquence. C'est-à-dire que quelqu'un, des gens disent qu'ils vont à une élection. Personne ne les a obligés d'aller à une élection. Personne. On ne force la preuve. C'est une élection candidat. On te force. On va appeler au Cameroun parce qu'on Mais ils nous insultaient même que vous n'avez pas le niveau. Allez aux élections pour montrer que vous êtes des grandes personnes. Ils disaient ça tous les jours. Oui. Que vous représentez quoi? Oui. Et en se basant sur les chiffres des élections truquées. Oui. Mais quand tu représentes quoi? Tu as combien d'élus? Oui. Donc, une fois ces gens acceptent le cadre électoral, ils ne sont pas forcés. Ils disent que non, le cadre électoral est bon, on accepte. Cadre électoral à ce niveau arbitre entre nous et choisit parmi nous qui peut être candidat. C'est-à-dire, ils sont d'accord avec ça, que non, le cadre électoral là. Et à ce moment-là, on ne dit pas que c'est pour Paul Biya. Non, on ne dit pas que le cadre là c'est pour. C'est leur favorable. Voilà, ça dit que là maintenant c'est un très bon cadre électoral dont nous décidons qui est candidat. Le cadre électoral organisé dans cette disposition sur la liste des candidats. Les gens fêtent. Les gens fêtent comme s'ils venaient de passer, je ne sais pas quoi. Le plus grand, ça dit que vraiment ils reconnaissent le sérieux de la structure, vraiment, tout ça qu'on sort. Et ils se préparent. Le cadre électoral est toujours bon. Je pense que le monde entier nous écoute. Nous parlons d'un code électoral, Bertrand. Est-ce que les gens savent ce qu'on appelle un processus électoral? Est-ce que les gens savent ce qu'on appelle un processus électoral? Ça veut dire que je m'adresse en même temps aussi à ce que vous appelez, vos pays là appellent les partenaires. C'est-à-dire que si vous, si des pays amis là, les pays là, remettent en cause un code électoral, ça veut dire qu'on a le droit de ne pas rembourser leurs dettes. Non, de ne pas rembourser leurs dettes. Nous sommes obligés, nous, quand on veut de régner nos engagements. Parce que l'État camerounais nous engage, moi et toi, à partir d'un cadre organisé. Constitution, loi. Constitution, loi. Constitution, loi. Et tout ça pour dire que l'État là nous représente. Même si on a les querelles, les conseils, nous représentent. Si demain il n'est pas là, le président n'est pas là, nous reconnaissons que tout ce qu'il a fait là, on assume. Nous voulons rappeler à ces gens, ces criminels, qu'au Cameroun là, l'électoral, c'est une loi électorale. Elle est mise sur pied au nom du peuple camerounais. Est-ce qu'il faut... Je dis que vous n'allez pas loin, on est d'abord là. On est là. Si on peut me mettre en cause le caractère sacré d'un cadre électoral, auquel on a librement adhéré, on dit sans le dire que l'État n'existe plus et que sa signature n'engage plus personne. Il n'y a pas que la signature de l'État est bon quand on n'est pas en période électorale et il n'existe plus dès qu'on entre en période électorale. Professeur Bellec, regarde mon raisonnement. Donc, ces gens-là, une fois les élections passées, au soir du 12, la banque d'Achiroma a décidé que le Cameroun n'a plus de code électoral. C'est là où il y a la déclaration de guerre. Vous trouvez ça normal? Restons là d'abord. Est-ce qu'à partir du 12 soir, le Cameroun n'a plus de code électoral? Si vous acceptez ça, Bertrand, c'est qu'il n'y a plus de... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie collective qui soit possible dans ce pays. C'est ce que Chiroma a fait. Lui et sa bande, c'est ce qu'ils ont fait dès la soirée, le 12. Une heure après le vote, la fermeture des opérations de vote, ils ont dit, à partir de maintenant, nous devenons, nous maintenant, code électoral, nous publions nos résultats. Comme celui de 2018. Première chose, au nom de quoi, le débat, voilà, au nom de quoi ces gens, dès le 12, le soir du 12, à la clôture de l'opération de vote, l'acte de décider que la loi électorale n'existe plus et qu'ils commencent à publier les résultats. Et qu'après, parce que tant que ce voyou publie les résultats, ça passe encore, on dit que bon, on ne les connaît pas. Mais les membres de la campagne de Chiroma ont repris ça, puisque vous avez cité deux noms là, qui ont parlé de 64, qui ont repris ça et ont signé,
Et M. Thierome, après, reprend ça. Fait déclaration. Il reprend ça. Donc, le problème est de savoir que, bon, le débat, c'est que, est-ce que le Cameroun est électoral, oui ou non? Voilà le débat d'abord. Voilà le débat. Si, l'électoral. Je ne dis pas seulement si. Si on dit que le Cameroun est électoral, il faut tirer les conséquences. Par rapport à celui qui dit... Il faut tirer les conséquences. Qui estime que, juste à la fermeture des bulletins de vote, il n'y a plus de cadre électoral. Il faut tirer les conséquences. Attention. Non, mais après, on a l'impression que tous se sont ravisés. On voit. Non, personne ne s'est ravisé. Arrêtez ça. Il y a quand même Arrêtez ça. Personne ne s'est ravisé. Puisque lui-même aujourd'hui il dit qu'il veut collecter les procès-verbaux. Il s'est déclaré élu. Monsieur Parfait Ndom. Il a même promis Monsieur Fabrice Ndom. des chiffres. Non, je m'excuse pour ce type de... La confusion n'est peut-être pas gratuite, président. Pourquoi tu ne développes pas? Monsieur Patient Fabrice. On développe, le président. Comment? IPC 2025. Il ne faut pas s'amuser avec les Camerounais. Bon. Il ne faut pas jouer. Tu dis qu'il a fait quoi? Il y a de cela 17 minutes, il vient, lui, M. Thierome, de partager sur sa page les tendances des élections pour la circonscription du Vouri au littoral. Et donc, je me dis, il s'est ravisé. Donne-les. Donc, dans ces tendances, il dit que lui... les tendances. Non, c'est sur sa page. C'est sur sa page. Il dit que lui, il a eu quelque chose comme 78,31% des suffrages contre 12,41% pour le ravisé. C'est ça ravisé. Je ne sais pas si... Je te connaissais pas, j'ai dit qu'on t'a payé. Je te connais un peu, j'ai dit qu'on t'a payé. Parce que tu es en train de faire une propagande à quelqu'un qui est depuis longtemps hors la loi. Et qui a déclaré la guerre à son propre pays. Et que de plus, c'est un ancien ministre qui, pendant des années, a dit aux Camerounais qu'on ne joue pas avec la loi, a incarné le pouvoir de l'État. J'arrive, a incarné dans tous les actes, en dehors de M. Kamto de l'élection, dans les actes que M. Thierome m'a posé en tant que ministre, il soumettait les Camerounais au respect de la loi. Et ce n'est qu'à ce nom-là que Thierome a agi pour le compte de ce pays. Ouais. Il était membre d'un gouvernement. Membre d'un gouvernement. Porte-parole à un moment donné. Porte-parole à un moment donné. Et deuxièmement, on peut ressortir ce qu'il a dit à M. Kamto à l'époque, quand M. Kamto a fait comme lui. Suivant cet extrait, réalisation, par exemple, permettez qu'on suive l'attitude de M. Issa Thierome. On était dans le même contexte en 2018, juste au lendemain des élections. Alors, voilà. Il se met au travers. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Vous savez, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mus par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Le lendemain de l'élection, alors qu'on n'a pas réussi, même la commission départementale de recensement de vote n'a pas fini de collecter, il se proclame auto-élu. Nous avons affaire à un illuminé professeur de droit. Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Oui, mais alors je vais vous dire, madame, une chose. Je ne voudrais pas parler du professeur Kamto. Je voudrais simplement, avec beaucoup de respect que je lui dois, rappeler simplement une chose. Ce pays nous appartient à nous tous. Le Cameroun est un usufruit pour lequel tous nous devons être des gardiens et des protecteurs. Nous avons le droit de jouissance, mais personne n'a le droit
de le mettre à feu et à sang. C'est pour cette raison que nous devons nous organiser pour empêcher tout perturbateur qui passe au travers. Et puis le professeur, il est professeur de droit. En prenant cette position, il sait à quel risque il s'expose. Voici ce qui reste du parquet de... Entre-temps, qu'est-ce qui a changé? C'est la même loi. C'est le même code électoral, c'est la même loi. À la différence qu'aujourd'hui, lui, il est à la place de celui à qui il donnait les leçons hier. C'est à vous d'interpréter ce que ça veut dire, cette évolution. Des perfides. N'allez pas loin, laissez les choses. On est là. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. C'est-à-dire que, le code électoral n'existe plus au Cameroun. Pour lui, pas pour nous. D'après eux. D'accord. Voilà. N'existe plus. Alors, maintenant, dès qu'on entre dans ce jeu, mon cher Fabrice, concédons, si nous le concédons, même que le code électoral n'existe plus. La deuxième question qui suit est celle-ci. Qui proclame les résultats? Conseil constitutionnel. Non, pour eux. Pour eux. Facebook, YouTube, je ne sais pas trop. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. C'est-à-dire que, à partir du moment où il n'y a plus de code électoral, qui proclame les résultats? C'est à la suite, effectivement, de ces nombreuses publications sur les réseaux sociaux qui... Voilà. C'est-à-dire, il n'y a plus de code électoral. Qui publie les résultats? C'est Facebook. Et les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a plus d'État. Tout le monde est libre de faire. Moi, je vais aller pas à pas. Ah, d'accord. Les gens, donc, puisqu'ils sont cohérents, disent-ils, vous publiez les résultats, puisqu'il n'y a plus de conseil constitutionnel. Qui organise l'élection? Comment publier les résultats des élections que vous n'avez pas organisées? Ils disent que c'est au nom de l'article 117 qui dit que le résultat du bureau de vote est rendu public et eux ils ont compilé donc les résultats du bureau de vote et ils estiment qu'ils sont en tête et les CAM veulent voler leur victoire. Non, ne commentez même pas des choses comme ça. Ça ne vaut même pas la peine de s'attarder sur des bêtises comme ça. Oui. Donc vous voyez, le débat il est là. C'est-à-dire que si des gens vous disent qu'on va des élections, il y a un cadre qui est là, le cadre légal est là, tous nous le connaissons qu'il y a un cadre légal. C'est-à-dire que nous avons beau ne pas être d'accord avec cet État, nous disons que bon, puisque nous ne prenons pas les armes, ok, nous acceptons le cadre légal. C'est pour ça que si moi j'ai un problème avec quelqu'un, n'étant pas quelqu'un qui est fort, je m'en refais à la justice. Je porte plainte. Je porte plainte. Et la force publique, au nom de la loi, défend mes droits, me rétablit dans mes droits qui ont été violés. C'est-à-dire que, est-ce parce que je deviens maintenant un homme politique que je dis que ça n'existe plus? Ça veut dire que si M. Tchoroma a un problème au quartier avec un voisin, à son âge, il s'engueule, il va bagarrer. Oh non, je défends mes droits. Je défends mes droits. Pourquoi c'est que nous faisons tous les jours? Tous les jours dans notre quotidien, nous reconnaissons que le pays est un état de droit. J'ai déjà dit que l'état de droit ne veut pas dire état de justice. Donc on fait avec que le pays est un état de droit. Et que bon, lorsqu'il y a élection, le pays n'est plus l'état de droit. Est-ce que l'état de droit s'arrête en période électorale? Voilà le débat. Voilà le vrai débat. Si on est d'accord avec ça, on n'avance même plus. On ne cherche pas à parler des résultats de l'élection. On ne parle plus des élections. Et c'est là où vous voyez avec quoi notre État joue depuis des années. C'est là où vous voyez avec quoi notre État joue et que cette faille-là, on l'a construite depuis des années et les ennemis des intérieurs ont bien compris que voilà la faiblesse. Voilà la faiblesse. Quasi invisible, mais une faiblesse capable de détruire notre pays. Regardez ça. Regardez. Depuis des années, cette faille-là, regardez comment on l'a entretenue. Oui. On l'a entretenue. Oui. On l'a entretenue. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait une élection présidentielle, c'est la mort d'une guerre civile. Le pays, ces divisions s'aggravent. Après chaque élection présidentielle, les divisions du pays ne font que s'aggraver. Est-ce à dire que l'unité du pays ne résistera pas
C'est-à-dire au fait que le chef de l'État, par exemple, si c'est le titre de la scène, le pays n'a plus d'unité, puisque à chaque fois qu'on a l'élection présidentielle a créé plus de divisions. Et qu'on dit que, bon, ok, en attendant, la figure du chef de l'État permet encore qu'on soit là. Bien le résultat. Non. Mais les gens considèrent qu'on n'a plus rien de commun comme Camerounais. Donc, on attend le moment venu. On va voir le moment venu. C'est-à-dire que c'est cette faille-là, longtemps ouverte, entretenu par l'État lui-même. Quand tu dis entretenu, président, les gens peuvent ne pas te comprendre au quartier. Qu'est-ce que tu veux dire entretenu? L'État a laissé faire. L'État a laissé faire. Puisque le premier président élu, rien n'est arrivé. Quel Ando Colonna? Pourquoi? Quel Ando Colonna? Je l'entends, dis-moi quel Ando Colonna? Quel Ando Colonna? Qui prend les mesures, en 2018, qui prend les mesures de libération de l'autre? C'est qui? C'est le chef de l'État. Quel Ando Colonna? Au nom de l'apaisement. Je sais pas ce que ça veut dire. Disait-on à l'époque. Ben, au nom de l'apaisement, libérer tous les petits garçons qui sont dans des cellules, dans des prisons, parce qu'ils ont volé un téléphone, ils ont volé un slip, ils ont volé un corps, ils ont volé ceci, libérer au nom de l'apaisement. Il y en a qui sont dans leur prison depuis 10 ans, ils ne sont même pas jugés. Ouais. Motif, il a volé un coq dans un quartier. L'autre a volé un téléphone portable. L'autre a volé 15 000. L'autre a pris la robe dans la boutique de tel. Il n'est pas jugé. L'apaisement. De quoi est-ce qu'on parle? Il faut mettre... Le débat, il est là. Le débat, il est là. Alors quand tu parles de Lando Colonna, oui, je suis d'accord. Personne ne dénonce Lando Colonna que nous ici. Mais il y a des décisions qui, en dernier instant, pour être prises, demandent l'assentiment du président de la République de notre pays. Bien sûr. Et des hommes politiques ont estimé que dès qu'il y a élection, ils sont tous au-dessus de la loi. Chaque fois qu'on a un peu l'autorat pour Sebelec, tout est autorisé. Mais quand vous commencez comme ça, vous allez finir comment? Vous allez finir comment? Alors, on ne peut laisser faire ça que si on estime que tous les candidats qui sont là sont des pions. C'est qu'on a un contrôle. Comment ils vont, on ne connaît pas. Mais si ce n'est pas le cas, on joue avec le feu. On joue avec le feu. Le débat, il est là. Et donc, pour vous-même, l'État ne joue pas franc jeu. Je demande le respect de la loi. Est-ce que la loi est seulement valable pour... Est-ce que Cameroun, la loi est valable seulement quand avant? Quand en période non électorale. Dès qu'on entre dans l'élection, la loi n'existe plus. C'est tout. Voilà le problème que ça pose. Mais les gens font parce qu'ils ont vu qu'ils ont fait, rien n'a été fait. Ils sont montés en puissance. Mise en garde du ministre de l'administration territoriale. Le pauvre. Le pauvre. Mais président, ce n'est pas un problème particulier du Cameroun. Les présidents élus... Non, moi je parle du Cameroun. Moi, je ne parle du Cameroun. On parle du Cameroun d'abord. On parle du Cameroun. C'est-à-dire que... Ça dure, ça. À tout le moment qu'il y a une élection présidentielle, on est au bord d'une guerre civile. On ne peut pas continuer comme ça. C'est le MINAT qui a souvent eu le courage d'aller... On peut parler comme ça. Pourtant, je dis bien, il est seul. Je dis le pauvre. Il est seul. Je dis le pauvre. Donc, il y a ça. Ils donnent l'impression qu'il est en va-t-en-guerre. Alors, ça entraîne d'autres questions. Bon. Entrons dans l'agenda qui a été mise en place. Ok. Monsieur Thierry a eu le temps d'organiser sa campagne quand? Puisqu'il était au gouvernement, il y a 2 mois et demi avant. 2 mois et demi avant. 2 mois et demi avant. Il a organisé la campagne là quand? C'était géré entièrement par un cabinet français. La campagne de M. Chiroma a été organisée quand? Puisqu'on peut préparer une présidentielle en 2 mois et demi pour ça. Ça veut dire qu'il préparait l'élection présidentielle en étant au gouvernement et qu'il traitait donc avec le MRC étant au gouvernement, ou bien c'était un concours de circonstances simplement. Et ce concours de circonstances, comment expliquer dans une telle fusion aussi rapide? Une telle fusion aussi rapide. Donc, on comprend très bien que, une fois le plan A mis de côté, plan B, transfert de toute l'infrastructure électorale qui était prévue pour le plan A au service du plan B. S'il n'y a pas de débat, les hommes, tous sont là. Il n'y a plus de débat à ce niveau. Donc, on est là en face de quoi? Une fusion rapide. Une telle fusion aussi rapide. Donc, on comprend très bien que, une fois le plan A mis de côté, plan B, transfert de toute l'infrastructure électorale qui était prévue pour le plan A au service du plan B. S'il n'y a pas de débat, les hommes, tous sont là. Il n'y a plus de débat à ce niveau. Donc, on est là en face de quoi?
les mêmes causes posant les mêmes affaires, on est dans un remake, tu l'as dit, de 2010. Et même en plus dangereux. Non, je vais arriver quelque part. Si ceux qui avaient fait ça en 2018 avaient été punis conformément à leur acte, on en serait là? Non. Un peu comme le coup d'État de 84. C'est la question que Bertrand posait. Surtout les délinquants du cyberespace. Jonathan, ce n'est pas une affaire d'Ando Colonna là. On est d'accord? Ce n'est pas une affaire d'Ando Colonna. Même si l'Ando Colonna en profite, mais on a bien vu. C'est-à-dire en 2018, puisqu'on voit très bien que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Carton, comment on l'a traité en 2018? Regardez les acteurs, ce sont les mêmes acteurs. Je dis bien, c'est la même galaxie. La même. Rien n'a changé. Les mêmes acteurs. La France. Et la France fait tout pour attirer les réseaux américains dans l'affaire. Tout à l'heure, je reviendrai là-dedans. La France fait tout pour attirer les réseaux américains de l'État profond dans l'affaire. On va y arriver. Donc, Bertrand, moi je partage cette analyse-là pour dire que, mais attendez, les choses sont claires. Les choses sont claires. Et là, ça veut dire qu'on est pris dans un piège extrêmement complexe. C'est-à-dire que comment un pays, pour identifier une menace, on voit que la menace, elle est là, mais on caresse la menace. On caresse la menace. On la caresse tactement pour la voir ressurgir en 2025. Et après, on fait une alerte générale à la défense du pays et au patriotisme. Il y a un problème, Jonathan. Le débat, il est là. C'est pour ça que nous, on dit, bon, ok, c'est notre pays avant d'être le pays de ces gens-là. Nous, on défend notre pays. Nous, on défend notre pays. Et dans la défense de ce pays, nous mobilisons d'autres forces pour le dire. On ne cesse pas de le dire. Parce qu'ils croient, ils ont toujours cru que non. Comme vous aimez le pays là, vous êtes prisonnier de votre amour pour le pays. Vous allez tout le défendre, même si on fait n'importe quoi. Vous êtes condamné à le défendre. Et nous, comme nous sommes nés pour diriger, vous travaillez pour nous. Parce que votre survie même dépend de nous. Nous avons dit en 2024, alors le Congrès pour dire que non, pour une nation exceptionnelle. Nous ne faisons leur dire ça ne se passera pas comme ça. Pendant qu'en 2018, Bertrand, ils ont fait ce qu'il y a eu il y a eu la menace. Ils ont pratiquement reconduit la menace. Ça, c'est l'Ando Colonna maintenant. Jonathan, parce que on peut dénoncer la manière dont le président gère ça, mais cette menace est reproduite, organisée et reconduite justement par l'Ando Colonna. Ces soi-disant lanceurs d'alerte, ces influenceurs, on connaît les liens qu'ils ont avec les grands de notre gouvernement. Et c'est caché, Bertrand. Ils ne cachent même pas. C'est pas caché. Eux-mêmes disent qu'on a les liens là-bas. Comment est-ce que c'est caché? C'est ça qui les a donné, qui les donne pour faire cette assurance, ce zèle de faire ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Quel est l'intérêt donc pour les poncteurs du régime d'entretenir des influenceurs et des lanceurs d'alerte, Jonathan? Je crois que j'entends donner un début de solution quand il rappelait d'ailleurs que... Non, c'est pour dire que on se retrouve. Ah, d'accord. D'accord. C'est pour dire qu'on se retrouve. Bien sûr. Et ce que j'ai dit tout à l'heure ne veut pas dire que je ne suis pas content. Au contraire. Non, au contraire. Donc, ça veut dire que c'est clair. Ces gars-là, ils ont des relations, c'est connu avec certains cercles de l'armée, groupes de l'armée, avec des poncteurs du régime. C'est pour faire quoi? À défaut d'amener le RDPC à perdre cette élection présidentielle, on prépare clairement une insurrection, alors une rébellion. Quoi qu'il en soit, la technologie... Est-ce que Marafa, il est en prison? Est-ce que Marafa, en prison, n'a pas dit ouvertement qu'il soutenait certaines forces de l'opposition? Est-ce qu'il a caché, il a dit? Il a dit. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un candidat à l'élection en 2018 qui a dit que si le président va libérer Marafa? Si. Est-ce que... Non, tu l'as dit cette année, mais... Avant lui, M. Kamtola dit. Mais Kamtola pas seulement dit, son vice-président, M. Sim, a encore été plus précis. C'est d'ailleurs des avocats de Marafa. Très bien. Moi, la question est celle-ci. Quel est le lien qu'il y a entre ces opposants et ceux qui sont en prison? Pour que leur cause soit aussi sacrée et déterminante pour notre avenir. Beaucoup de ces journalistes, des journalistes qui travaillent pour ces gars-ci,
c'est des journalistes qui ont travaillé avec les gars qui sont en prison. Ils vont les voir. Je les connais, non? Des confidences. Est-ce que je les connais pas? Beaucoup d'avocats sont des avocats. Clair, si je ne les connais pas. Donc, je vais donc démontrer. C'est leurs employeurs. Donc, c'est clair. Parce qu'on va revenir maintenant dans le fond de ce que tu as dit. C'est-à-dire que la relation qu'il y a entre, si on parle des influenceurs et des lanceurs d'alerte, et tout ce que nous convoquons nous conduit à une conclusion provisoire, à savoir, M. Tiroma est l'instrument, est un instrument majeur de l'endocolonat qui est au cœur du pouvoir. Je m'explique. Cet endocolonat, c'est pour des raisons de classe, Jonathan. Tu as dit tout à l'heure la raison de classe. Est-ce que les gens savent ce qu'on appelle une classe politique? Une classe. Une classe politique réfléchit dans la défense, la promotion de ses intérêts essentiellement. Production. Merci. C'est même le mot sociologique. C'est-à-dire qu'une classe politique, même une classe sociale, son premier réflexe, c'est sa reproduction en tant que classe. Tout à fait. Ben, Jonathan Bertrand, vous croyez que l'endocolonat camerounais, quand tu regardes son avenir, qu'est-ce qu'il pense? Que ce n'est pas certain. Ils ne sont plus au niveau de savoir si le président est là ou pas. Ils regardent leur avenir au-delà de lui. Et ils pensent à leur avenir en tant que classe qui doit maintenir ses privilèges accumulés historiquement au cœur de l'État et qui doit donc anticiper sur toute menace pouvant remettre en cause ses privilèges une fois le patriarche à parti. Sans te couper, président. Ça appuie un élément. Sans Beaucoup de ces lanceurs d'alerte, au-delà d'appartenir à la grande société de lanceurs d'alerte qui est contrôlée par la France, c'est des gens qui sont effectivement dans les privilèges de classe. C'est des gens qui ont côtoyé toute cette classe-là et qui, dans leur combat, veulent se reproduire comme les remplaçants de ceux qu'ils ont trouvés dans cette classe. Oui, beaucoup de ces lanceurs d'alerte, vous allez trouver qu'ils ont des accointances avec les membres du gouvernement, soit c'est des membres de famille, soit c'est des personnes qui ont cheminé avec ces gens-là et qui, à un moment, ont décidé d'aller continuer. Vous vous demandez toujours pourquoi, alors qu'ils avaient trop de privilèges étant au Cameroun. Ils décident quand même d'aller continuer. C'est comme si on lui a dit, ici, tu ne peux plus faire la même chose. Pour assurer notre reproduction, va faire la chose de l'autre côté. C'est clair. Pour ajouter juste quelque chose à ce que tu dis, Jonathan, c'est que, président, cette classe-là, au-delà de maintenir les privilèges, ils veulent des positions de domination. Et on va le voir dans un crime horrible qu'on va appeler l'affaire Martinez-Zogo, qu'au-delà de la crapulerie qui a été faite, on va avoir des batailles terribles. Les deux marchent ensemble. Les militaires même qui gèrent cette affaire, à qui le président a confié cette affaire, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire que, et pourtant c'est l'armée, il passe en cour martiale, c'est-à-dire au tribunal militaire. Mais c'est un colonel qui gère avec un commissaire de gouvernement et tout. C'est très compliqué. Parce qu'il y a d'autres qui estiment que c'est une possibilité d'affaiblir, c'est-à-dire nos amis dans cette histoire, c'est le procès de l'endocolonat. Véritablement, on puisse tirer les marrons de feu. Et c'est ce que, chuté président, on voit en France où c'est devenu ingouvernable. Parce que quand tu vois les 4, 5, 6 gouvernements qui sont tombés, c'est le même qui revient ministre. Au point où le Cornu fait un gouvernement, Retailleau dit que mais c'est pas possible. Le maire qui a été champion toute catégorie du 49-3, vous le mettez ministre de la Défense. Donc, ils sont en plein en France là. C'est-à-dire que c'est... Ça rend ingouvernable. J'ai même peur ça rend un pays ingouvernable. Notre classe politique, même à un moment donné, ressemble même à ce et toute la classe politique est à cette image. Mais comment tu dis que tu as peur de quoi? L'endocolonat camerounais, c'est quoi? Je vais y arriver. Oui. Tu ne peux pas dire l'endocolonat camerounais sans parler de la France. De la France. On va y arriver. Donc, vous voyez très bien que cette classe se pose des questions qu'une classe normale se pose. Elle a beau être une sous-classe du capital endocolonial, elle se pose. Toute classe se pose. Comment on va se reproduire? Et il y a longtemps qu'ils pensent là à venir en dehors du président Biya. C'est la guerre qui est entre lui et l'endocolonat. La guerre. Nous avons parlé de ça depuis très longtemps. C'est pour ça que dès 2011, je commence à porter mon soutien au président. Moi, je fais de l'analyse politique, basée sur un sens de la perspective historique de mon pays. Je soutiens parce que je sais très bien que voilà désormais là où il y a le moteur de la vie politique au Cameroun. Il y a deux moteurs fondamentaux, mais le moteur le plus essentiel, c'est cette contradiction qu'il y a entre le président et ses enfants. La classe administrative, la bourgeoisie administrative qu'il a fait émerger tout au long de son parcours. Nous disons déjà à l'époque, nous disons que nous on a écrit ça, on l'a dit, mais on était incompris.
que le moteur, ce n'est pas l'opposition là, tel qu'on l'a connu classiquement, c'est fini après 90. C'est fini. Désormais, ça se joue au cœur du pouvoir, dans le moteur qui est la contradiction entre le président et la classe qu'il a fait émerger tout au long. Qui considère que plus c'est dur, il bloque leur capacité à se garantir un avenir en tant que classe. Sans compter que vous avez 2 ou 3 ou 4 barons qui considèrent qu'ils sont au même niveau que lui, ils peuvent gérer le pays. Et qui entrent dans une dissidence larvée, claire contre lui. Claire. Et ils se sont même organisés. C'est ça l'affaire Martinez-Ogo. Se sont organisés. Quel est ce pays où, je prends un truc purement symbolique, quel est ce pays où un homme d'affaires embauche un ancien commandant de la garde présidentielle et fait de lui un vigile. Son vigile principal. Vous faites mal de ne pas voir. C'est symbolique, ça se voit. On a un pays où un homme d'affaires traite de hauts commis de l'État comme des chiens, des garçons de course. Un ambassadeur. Garçons de course. Où quelqu'un fait son baptême, des ministres sont là pour attendre. Le baptême de son fils, sa fille. Je pense à titre symbolique pour démontrer comment on était arrivé à un niveau où c'était la guerre ouverte contre le président. On est dans un pays où un ministre, membre de l'exécutif, ouvertement déchire les recommandations du président, marche sur ses décrets et se lève et s'oppose contre une démarche du président visant à rendre souverain un pan important de notre pays. C'est l'affaire du port. Voilà. Vous parlez seulement de ça. Fabrice, ça se voit. Ils sont comme ça. Il n'y a pas un, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Donc le moteur là, il est là. Bon, on a fait seulement de ne pas voir. On a continué à dessiner le faux clivage opposition-pouvoir. Ok, bah, allons-nous là-bas, Jonathan. Expliquez-moi par quelle magie M. Trudeau est devenu un opposant. Patron de l'opposition. Opposant, c'est petit. Attendons les résultats pour savoir s'il sera... Non. C'est le patron de l'opposition. C'est lui qui donne le temps là-bas. Il a dit non. Il a dit lui-même. Il a éclipsé comme tout. Il a dit lui-même. Il a même dit, apparemment, dans une contradiction, il aurait dit Kamto est désormais... Il a même dit ouvertement lors d'une interview. Il a dit, bon, s'il ne vient pas le voir avec Bello. J'ai dit qu'il a dit dans une interview publique. Il a dit que Bello, c'est plus celle-là. Alors, donc, je vous dis donc, comment vous m'expliquez ça? C'est parce que depuis très longtemps, vous n'avez pas vu comment les gens travaillent à effacer ces clivages. D'abord, quand dans un pays, la plupart des médias sont la remorque des ministres et des barons du pays, et où on a imposé un discours consistant à faire croire que le président est mauvais, ses ministres sont bons. Que c'est le président qui a le problème, ses ministres sont bons. C'est quand même extraordinaire qu'un président soit mauvais, mais on attribue des victoires, des performances extraordinaires à ses ministres. Et regardez, depuis plus de 20 ans, regardez quelle est la structure éditoriale de nos médias en interne. Regardez. C'est lui le mauvais. Regardez en interne. Mais tout ça montrait déjà qu'on est devant vous en train d'effacer le clivage fondamental qui devrait être que bon. Si quelqu'un est au pouvoir, il est au pouvoir. Parlons comme ça, puisqu'on dit qu'on est en démocratie. Et puis, il y a l'opposition. Mais on a effacé ça complètement. Et l'opposition camerounaise, c'est quoi? C'est la salle d'attente des ministres futurs démissionnaires. Ou virés. L'opposition camerounaise est la salle d'attente des futurs ministres démissionnaires. Qu'une fois qu'ils démissionnent, deviennent des grands opposants. Alors, les mecs considèrent que même quand il était au gouvernement, en fait, il était en train de travailler pour l'opposition. Non, il travaillait pour l'opposition, pas de quelqu'un pour l'opposition. Puisque, regardez les arguments qui ont prévalu ici durant la sélection des candidats pour être, entre guillemets, les chefs de coalition. Ils ont la stature. Ils ont la stature et ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience. Et une partie des Camerounais a cru à ça, a bu ça. Donc, on y est. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, tout montre quoi, Jonathan, que nous avons raison de poser le problème de l'endocolonat, à savoir que l'enjeu de cette élection, Fabrice, c'est l'endocolonat. C'est pour ça qu'en 2018, nous avons accepté la main tendue du président quand il est venu nous chercher. Parce que nous, on a vu ça, on voit ça. On dit, ok, il faut soutenir le président. Vous savez, le président est dans, Jonathan l'a dit. C'est pour ça que quand vous avez bien regardé cette campagne, mais Jonathan l'a dit, c'est un sabotage. Ce n'est pas nous qui le disons.
allez dans les réseaux sociaux, des acteurs de cette campagne, ils le disent ouvertement, ils citent des noms. Ils citent des noms, ils citent les noms des proches du président. Comment est-ce qu'on a saboté la campagne du président? Ils citent des noms, ils ne se cachent même pas. Ils donnent les noms, ils donnent les dates, ils montrent les documents. Donc, cette élection-ci, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est ça. La capacité du président à liquider Lando Colonna. C'est ça l'enjeu de cette élection. Vous comprenez très bien pourquoi tout ça se passe devant vous. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour empêcher ça. Et quelle est la puissance qui a intérêt à ce qu'on liquide par Lando Colonna? La France. Oui, alors, c'est compliqué. Vous voyez les liens, non? La puissance qui a intérêt, justement, dans ce jeu-ci, à armer Lando Colonna, lui donner les moyens d'empêcher sa liquidation, c'est la France. D'où donc le fait que la France est en première ligne dans cette déstabilisation. Alors, donc, vous voyez très bien que nous allons à une élection présidentielle, mais en fait, c'est la guerre. Guerre contre une puissance, l'ancienne puissance coloniale, qui fait tout pour déstabiliser le pays parce qu'elle sait très bien que si le Cameroun passe cette étape, c'est terminé pour elle, c'est fini pour elle. Elle le sait très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette tout le monde dans la bataille en faisant semblant le jour de n'être pas impliquée, mais alors que ça dit, elle est partout, partout, partout. La dernière affaire en date, c'est quoi? C'est M. Mbembe. Parce que les autres, nous avons déjà dénoncé, on a parlé. Prenons le cas de M. Mbembe. Permettez-moi je vais rappeler ça. Très intéressant, président, très intéressant. Michel Gallier, un Français, politologue et géopoliticien, connu pour être l'un des meilleurs spécialistes français sur la connaissance de l'Afrique. Il est entre autres sociologue et anthropologue de formation spécialisée de l'Afrique. Il est chercheur au centre d'études sur les conflits à Paris. Le centre d'études sur les conflits à Paris, Jonathan, c'est quoi? C'est pas un instrument de la DGS. Si. Un instrument de leur école de guerre. Non, le truc ici, c'est quoi? Quand Mbembe dit ça, vous croyez que non, c'est la sortie d'un soi-disant chercheur. Non. Ce sont des codes. Non, ce sont des codes. Pour les cellules dormantes qui opèrent à l'intérieur. Ce sont des codes. Ceux qui ont la moindre formation en la matière savent de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler maintenant. Ils sont des codes. Ce sont des codes. Je ne cite pas les autres preuves, tout ce qui montre, il ne faut pas citer ça. Je dis que voilà la dernière en date. Alors nous parlons, Paris est en train de tout faire pour impliquer les Américains. Parce qu'elle sait très bien que seule, elle ne peut pas, forcément. Donc, il faut qu'elle ait les États-Unis. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je vous parle du responsable de l'ONG. Donc, je t'ai encore le nom. Les Américains parlent d'un candidat qui conteste sa défaite et de façon bizarre. Je vais te faire suivre ça. Je sais pas, je ne peux pas voir les journaux américains. Même si CNN même parle d'une élection très contestée. Voilà, même si ça reflète, ça peut refléter quelque chose. Mais je vous parle que qu'un Camerounais responsable d'ONG, je t'ai le nom, est contacté par les agents de la CIA. Il nous a saisi. Il est contacté dans le cadre de l'activation d'une révolution de couleur. Même sa sortie n'est pas ce que vous croyez. Non, attention, vous êtes naïf, c'est pas ça. C'est très sérieux. Je vous dis que je vous parle que... Alors, je dis que ce Camerounais, il est là. Je sais de quoi je parle. Je ne veux pas simplement l'exposer. Mais il est contacté directement par les gars de la CIA. Parce que les Français considèrent que nous avons fait ici pour maximiser nos chances. Il faut qu'on ait le soutien des Américains. Quand on parle des Américains, on parle des branches restantes de l'État profond. La CIA, on connaît l'histoire de la CIA aux États-Unis. Hein. On ne va pas venir là-dessus. Donc, vous voyez un ensemble de connexions qui montrent que cette élection n'est pas ce que les gens croient. Et ce n'est pas un jeu. On ne peut pas s'amuser avec ça. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc, on voit donc très bien que cette affaire-là, il faudra aborder ça d'une autre manière. De l'autre côté, on a un président déterminé. Je ne parle pas du candidat, hein. Je parle d'un chef d'État qui, depuis un bon bout de temps, on voit une trajectoire que le pays est en train de prendre. Au niveau du positionnement du Cameroun à l'international, on voit une trajectoire. Et la dernière sortie de la CEMAC, sur un dossier qu'on a confié au président, c'est lui le Cameroun qui gérait ça. On vous dit, nous allons sortir du franc CFA, voici comment on va sortir. La sortie est radicale. Non, c'est clair.
elle est radicale. Ils ont même donné les grands principes. Claire, vous voyez un candidat qui, dès qu'il prend la parole, il dit, le candidat, il dit, nous devons rester dans le franc CFA. On va rester dans le franc CFA jusqu'à ce qu'on soit prospère. Oui. Il dit carrément à la CEMAC, au président, que ce que vous voulez faire là, ça passe pas ici. Il a dit ouvertement. L'autre, son ami Camto, avait dit ça au départ, qu'elle a vu que c'était populaire, il a fait semblant d'épouser la cause, en pure hypocrisie. Mais tu vois, m'a vous dit carrément que monsieur, moi, vous dit, il n'y a pas de haut. C'est Roha. Nous là, on ne sort pas du franc CFA. On ne sort pas du franc CFA. Jusqu'à ce qu'on soit prospère. Comme s'il y a une prospérité avec le franc CFA. Tu as bien compris. Donc ces mots sont bien pesés. On est condamné dedans. Tu as compris. Ces mots sont bien pesés. Il y a un endocolon et un endocolon. Vous avez affaire à un endocolon extrémiste, radical dans sa position. Prêt à vendre le pays. C'est ça. Parce que ces mots ne sont pas les mots qu'ils ont choisis au hasard. Donc, voilà les enjeux tout à fait, Bertrand. Donc, alors, si on explique aux gens, ils ne comprennent pas. On n'a pas le temps après. On dit OK. Comme c'est comme ça, c'est plus une affaire d'explication. OK. Rapport de force, monsieur Fabrice Ndom. C'est la position que nous avons prise depuis que l'affaire a commencé. Dès la soirée du 12. Moi, je dis que nous, là, on est en guerre. Le Cameroun est en guerre. C'est une évidence. J'ai dit le Cameroun est en guerre. C'est une évidence. Donc nous ne sommes plus dans l'élection. On est en guerre. Puisque les rectorats... Mais nos positions sont claires. Les villes sont dégradées. Les enfants sont jetés dans la rue. Nous ne pouvons pas jouer sur le même terrain que ceux qui positionnent l'affaire sur le terrain de la transparence électorale. Il y a longtemps qu'ils ont abandonné ça, puisqu'ils autoproclament vainqueurs et ils produisent leurs résultats. Donc le débat n'est plus à ce niveau. Le Cameroun est en guerre, Fabrice. Voilà mon raisonnement, voilà ma démarche. Le Cameroun est en guerre. D'accord. Ce n'est pas une affaire de truc. Le Cameroun est en guerre. Donc, en tout cas, c'est désormais clair pour tout le monde. Il y a des actes posés qui prouvent que nous sommes désormais en guerre. Bon, si on pose l'affaire comme ça, mais Fabrice, attends, ça change la donne, ça change la lecture. C'est pas ça pour ça que le mathématicien. Ça change la donne. Attention. Donc on ne parle plus de la même chose de la même manière. Attention, monsieur, moi, je vous ai dit au début que moi, Bandakani, je ne crois pas à la démocratie néocoloniale. Parce que moi, nous ne croyons pas à cette affaire. Nous ne croyons pas à la démocratie néocoloniale. Et les élections chez nous, à partir du moment où on est une néocolonie, l'élection c'est un moyen. Nous définissons la fin. Je dis que l'élection devient un moyen et ça nous définit la fin. On ne renverse pas l'histoire. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font de l'élection une fin en tout, transparence électorale, un candidat engagé, gagné, transparence électorale. Qu'est-ce qu'on fait avec des bêtises comme ça? Est-ce que le pays est en train d'aller vers sa libération? Est-ce qu'on se donne les moyens de tout libérer? Vous voulez qu'on cite les pays où on a arrêté les processus électoraux? Algérie. C'est même pas le seul pays. Non, un exemple. Quand on voit une image comme ça. Voilà les images. Même la Roumanie. Voilà les mais images attends. Et ça c'est l'Union européenne. Ils sont même plus... Attends, c'est plus grave pour ça. Ils ont sorti un texte. L'Union européenne a sorti un principe. Une loi, un principe. Ils appellent ça le bouclier démocratique. Donc ça veut dire le bouclier démocratique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Union européenne estime dit que la Russie c'est ingéré dans l'élection aussi. On prend les élections. Or, ils sont les seuls à savoir si la Russie c'est ingéré ou pas. C'est pas si vous comprenez. Il y a aussi, si jamais le candidat est contre le fait de rester dans l'Union européenne. Oui. Il est exclu de l'élection. Ça va, vous voyez un peu. Non, il faut rappeler ça. Puisque on dit que l'Union européenne, c'est pas le temple de la démocratie. Absolument. On présente ça comme étant le lieu le plus achevé de l'expérience démocratique. Mais voyez comment, Jonathan, dans ce temple de la démocratie, l'élection est soumise à des principes supérieurs à l'élection. L'élection est soumise, Bertrand, aux principes supérieurs. Là-bas, on ne dit pas transparence. C'est-à-dire que là-bas, s'il y a transparence et que c'est un anti-européen qui vient au pouvoir, on dit que l'élection, stop! Voilà, on a fait ça demander. Stop l'élection, il n'y a plus d'élection. On dit que ça, c'est comme Kissinger. Kissinger avait dit aux Chiliens que on va vous punir parce que vous avez élu démocratiquement Salvatore Allende. Kissinger l'a dit clairement. On les a punis. On est allé tuer ce monsieur dans son palais. On a placé le terroriste Pinochet au pouvoir président. Mais on est dans quoi, Jonathan? À quoi on joue? C'est comme l'Iran, 40 ans. À quoi on joue? Parce que les ayatollahs gèrent. Mais comment? 40 ans de sanctions. Claire, à quoi on joue? À quoi on joue? L'Union européenne vous dit que l'élection là, c'est un moyen pour conserver notre domination sur l'Europe.
et qu'à chaque fois qu'il y a un risque dans le suffrage universel de faire à ce qu'un anti-européen arrive au pouvoir, ou bien quelqu'un que nous considérons comme pro-russe, on annule l'élection, on change les résultats. Mais vous, des néocolonies, vous faites les tintins démocratiques. On peut aussi décider que tu as eu les voix par TikTok. Vous faites les tintins démocratiques. Ici, Facebook a accepté, mais là-bas, c'est que... On ferme tout. On ferme tout. Ça se fait encore, il y a des manques. Après la Roumanie, Jonathan, il y a un pays là, tu connais ça bien. Oui, c'est la Moldavie. Voilà. Oui. Ils ont fermé les réseaux sociaux. Je dis que le bouclier est là. Même la France subit des restrictions en période de manifestation. Je dis, il y a élection. Certains réseaux sociaux subissent des restrictions. Il y a élection en France. Vous avez voulu, je vous en prie. Ils ont d'ailleurs, pendant la guerre en Ukraine, ils ont d'ailleurs voulu que Twitter, X, se conforme à une réglementation exceptionnelle. C'est von der Leyen, ça. Voilà. Je vous dis que c'est dans le cadre du bouclier démocratique. Tu soutiens Israël, tu soutiens la Palestine. Bravo! On identifie ton compte, on va le fermer et puis toi-même on va t'arrêter. Vous avez vu comment on contrôle la liberté d'expression, non? Là-bas. C'est-à-dire que dès qu'Israël a fait son terrorisme là-bas, Netanyahu a organisé son affaire le 7 octobre, qu'est-ce qu'on a dit dans tous les médias? Tu tentes de dire que le Hamas machin, tu es antisémite. On t'arrête. On t'arrête. Non, t'attends au tribunal, mais là. Tu as garde à vue, tu vas même en prison. On a fermé les syndicalistes, tout et tout pour ça. Je parle des pays de référence démocratique. Mais nous, on est ici, des endocolonies, des colonies, des néocolonies. Nous sommes dans les tintins démocratiques. On fait ça même plus que ceux qui ont amené l'affaire là. On veut me les dépasser. Qu'est-ce qu'on veut à la fin, monsieur Patient? Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Je termine. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Le débat, il est là. Ce qu'on dit là, c'est quoi? C'est que nous répétons, nous sommes en train de dire à nos gouvernants que les enjeux sont très sérieux. Ne perdez pas le temps aux gens. Ne perdez pas le temps aux gens, les enjeux sont trop sérieux. On parle de quoi? Il faut arrêter cette farce-là. Il faut arrêter ça, c'est une farce. Il faut arrêter ça, rapidement. Si vous cessez d'organiser des élections, rassurez-vous, vous n'aurez plus les c'est quoi de l'Union européenne et ces appuis qui viennent ça et là. Engraisser. Depuis qu'on fait les élections pour le financement, ça nous a amené où? On s'en moque, mais c'est fini. Depuis qu'on fait, ça nous a amené où? On s'en moque. Ça contribue à enrichir davantage la classe. Vous voulez savoir, vous voulez savoir dans les pays dans le monde qui sont des grands partenaires de l'Union européenne qui ne font pas d'élection? Arabie Saoudite. Vous voulez qu'on vous cite? Au Qatar. Vous parlez de quoi? C'est ça. Bertrand a dit, vous êtes des nègres. Les Émirats arabes unis. Vous êtes des nègres. Non, la Chine, c'est le grand frère. Quand la Chine ne reçoit pas... Quand on fait les Chine, on envoie un bus là chercher. On ne reçoit pas. Même le chef d'un canton, on ne reçoit pas. Commandé en Russie une nouvelle taxe. Voilà. C'est une longue table. Mais il faut dire, président, si ton analyse de l'État joue avec, ce que Fabrice dit n'est pas faux. C'est toujours une conséquence de nos gouvernements et nos orientations économiques, nos coloniales. Parce qu'on a tenu, c'est toi qui dis qu'on est au 6e plan triennal. Et tu vas voir que quand tu vas arrêter le nouveau président élu autoproclamé, au bout de 3 mois, tu auras la terre entière qui va te dire que le monde a changé. On ne finance pas votre plan d'agriculture. Nous qui passons le temps à dire que mes patriarches, toujours avec tes plans triennaux là, ça t'attache toi-même. Vous parlez, le monde a changé. Ce sont des choix, c'était votre endocolonial. Tu te rappelles les pressions qu'on a fait sur l'État du Cameroun pour libérer le premier président autoproclamé. Il y avait des pressions. L'Union européenne, on menaçait même de ne pas aller donner le visa pour aller prononcer le discours d'Assemblée générale de l'ONU. On menaçait et au nom de... Le patriarche, c'est un homme politique, au nom de je ne sais pas quoi, peut-être sa gestion diplomatique de l'État, il a sorti, je crois, c'était quoi? C'était l'admission ou bien le pardon, et il est sorti. Parce que si on gère mal ça, il y a de fortes chances qu'en 2032, le patriarche ne soit pas candidat. Et moi, j'ai mis le cas d'une élection présidentielle ici sans avec le patriarche 4 candidats autoproclamés. Moi, c'est vous qui faites des spéculations de ces gens. Moi, c'est pas moi dans ça. Je dis simplement ceci. Bertrand, si nous prenons toujours le prétexte que voilà, nous faisons le jeu de l'endocolonial camerounais, c'est un endocolonial réactionnaire. Il ne veut pas rompre ce lien avec l'Occident. Parce que sa logique d'accumulation historique
et primitive est basée sur une relation totémique avec les réseaux de l'Occident. Mais le monde change. C'était tolérable encore si ça aidait le pays. Mais au contraire, ça détruit. Donc le président lui-même l'a constaté. D'où ses efforts pour s'en détacher. Il faut plutôt l'aider à s'en détacher. Il faut travailler pour ça, s'en détacher. Et cette élection-ci, c'est l'enjeu principal de cette élection. Nous avons travaillé pour ça. D'accord. Et nous voyons bien comment c'est en train de marcher là. Non, de réussir de marcher là. Parce que si c'est lui qui gagne là, il aura gagné contre eux. Jonathan l'a dit tout à l'heure. S'il gagne, il aura gagné contre eux. Nous ne sommes pas les gens qui proclament le. C'est d'ailleurs pourquoi, président, ils sont décidés à faire la guerre. Parce qu'ils se disent, s'il gagne, sa victoire avec les sabotages qu'ils ont réalisés, sa victoire veut dire que, en fait, eux, parce que eux, ils se présentent comme des leaders communautaires. La plupart, ils se désignent comme leaders d'une communauté. Mais cette victoire-là sera une gifle à cette position de leader communautaire. Ça veut dire qu'elle n'a plus de pertinence. Président, je vous en prie 2 minutes. Patient. Oui, on a bien assez de temps pour pouvoir développer. Fabrice, bien suivi, président. C'est bien. Ouais. Dites au professeur que quand il prend la parole, si vous voulez parler 30 minutes. Non, il n'a pas. On va attendre. On va lui imposer cela. Voilà. Donc je disais, parce que tout à l'heure j'ai entendu ce qu'il a dit. Ouais. Je le rassure. Non, j'ai dit que moi j'essaie d'être court. Il voulait aussi envie de réagir. Nous on est long. D'avoir ce trop long. Oui, parce que nous on veut parler. Comme le faire. Comme le gars du Rwanda. Si tu veux là, tu prends la parole, tu veux parler longtemps. Nous on va attendre. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Président, refaire, moi je vous en prie. C'est que souvent quand je voulais l'argument, on fait à mesure que tu as instruit. Donc je t'ai entendu de parler que non. Jonathan a dit tout à l'heure que cette élection, c'est aussi le jugement des dynamiques communautaristes et réactionnaires. Très belle analyse, Jonathan. Mais Nando Colonna s'est rebondi. Attendons les résultats. Si ce n'est pas Chiroma ni Kanto, ils ont les moyens de susciter d'autres partis qui vont leur offrir une alternative. Regardez les programmes politiques. C'est quoi le fédéralisme communautaire? Le tribalisme officiel. Ce n'est pas offrir des points de chute à les endocolonats qui tous sont rentrés dans leur village et être chefs. Pour le libéralisme, Sont tous rentrés dans leur village. Ils sont chefs. Et ils veulent prendre leur région en otage pour faire le chanteur au nouveau pouvoir qui arriverait si leur échappe. Tout à fait. Ben, on voit les yeux. Donc, il faut qu'on ait tout ça devant nous. Qu'on voit tout ce tableau devant le professeur. Il faut qu'on voit tout ça devant nous. L'histoire de fédéralisme communautaire, teinté d'anti-panafricanisme primaire et réactionnaire. C'est quoi? C'est pour offrir justement. Ils mettent plusieurs feux, plusieurs fers au feu. Oui. Plusieurs fers au feu. Je chute dans Fabrice, comme tu demandes de chuter. Dans ça, moi je vois, si le président remporte cette élection, il a l'avantage. Je répète encore, le monde a changé. Et le malheur de Nando Colonna Camerounais, c'est qu'il n'a jamais, comme c'est une sous-classe, historiquement, comment je vais appeler ça, parasitaire. Elle n'a jamais pris le temps de s'asseoir et de penser l'avenir du monde. Tout à fait. Donc, tu as touché le mot. Elle est parasitaire, cette oui, classe. Elle a même pensé. Donc, du coup, le président est très en avance sur eux dans la pensée, dans le vécu du monde nouveau qui est en train d'émerger.